Il fallait vendre Graceland, et je l'ai regardé en disant « Ça n'arrivera jamais ». Pendant près de 50 ans, Graceland est resté figé dans le temps, rendant hommage à Elvis Presley, le roi du rock and roll. Des millions de personnes ont visité ses couloirs, admiré ses combinaisons ornées de strass et déposé des fleurs sur sa tombe. Mais tout là-haut, derrière une porte verrouillée, une partie du manoir restait intacte, scellée comme une capsule temporelle que personne n'osait ouvrir. Aujourd'hui, en 2025, la porte du grenier a enfin été déverrouillée et ce qui s'y est découvert a même bouleversé les archivistes les plus chevronnés. Parmi les cartons de souvenirs, une découverte glaçante a stupéfié tout le monde. Il ne s'agit pas seulement d'enregistrements perdus ou de lettres oubliées, mais de quelque chose de bien plus personnel, de bien plus humain. La véritable question n'est pas seulement ce qu'ils ont trouvé dans ce grenier, mais qui, le jour où la musique est morte, le 16 août 1977. Elvis Presley a été retrouvé inconscient dans sa salle de bain privée à Graceland, ce lieu qu'il considérait comme son refuge. Transporté d'urgence à l'hôpital, il est décédé quelques heures plus tard. L'impensable se produisait. Le roi du rock and roll s'éteignait à seulement 42 ans. Les médecins ont d'abord évoqué une arythmie cardiaque, affirmant que son cœur s'était simplement arrêté. Mais ni les fans ni les experts n'étaient convaincus. Quelque chose clochait. L'équipe d'autopsie a mis en évidence des signes manifestes d'une consommation prolongée de méthamphétamine sur ordonnance. Pourtant, à la surprise générale, le docteur Jerry Francisco, qui ne faisait même pas partie de l'équipe médicale, a publié une déclaration affirmant que les drogues n'avaient joué aucun rôle dans la mort d'Elvis. Cette déclaration a stupéfié le corps médical. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une tentative de préserver l'héritage d'Elvis, mais la vérité ne pouvait rester longtemps cachée. Lorsque le rapport toxicologique fut finalement publié, il révéla un tableau inquiétant. L'organisme d'Elvis était saturé de puissants hypnotiques, notamment de Dilaudid, de Quaaludes, de Percodan, de Demerol et de codéine, à des doses bien supérieures aux doses thérapeutiques. Les fans étaient horrifiés. Comment en était-on arrivé là? Qui avait permis cette spirale infernale? Jusqu'où est allée la dissimulation? Et si des hypnotiques étaient impliqués, pourquoi craignait-il tant que l'on découvre quelque chose dans le grenier au-dessus de sa chambre? Le médecin qui prétendait sauver Elvis. Soudain, j'ai aperçu Margarita et j'ai été fasciné. C'est alors qu'est apparu le Dr. George Nichopoulos, plus connu sous le nom de Dr. Nick. Entre 1975 et 1977, il a prescrit à Elvis Presley plus de 8 doses de médicaments puissants, analgésiques, sédatifs, amphétamines. Son nom figurait sur tous ces médicaments. Interrogé, le Dr. Nick ne l'a pas nié. Au contraire, il a justifié ses actes en prétendant pratiquer la réduction des risques. Selon lui, Elvis était déjà profondément dépendant et le seul moyen de le tenir éloigné des drogues de rue dangereuses était de contrôler son approvisionnement par des voies d'industrielles. Chose incroyable et un jury l'a cru. Il a été acquitté de toute responsabilité pénale dans la mort du King. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1980, il fit l'objet d'un nouvel examen minutieux, non seulement pour Elvis, mais aussi pour avoir prescrit des médicaments en excès à d'autres célébrités comme Jerry Lee Lewis. Et en 1995, l'Ordre des médecins du Tennessee décida d'y mettre fin. On lui a retiré son droit d'exercer la médecine définitivement, invoquant une pratique dangereuse de surprescription. Puis, un rebondissement inattendu s'est produit. En 2020, l'auteur Sally Hodel a publié un livre explosif intitulé Destined to Die Young, destiné à mourir jeune, affirmant que la mort d'Elvis n'était pas du tout due à une addiction, mais plutôt à une série de maladies cardiaques génétiques et de problèmes de santé chroniques, masqués par sa consommation de médicaments opioïdes sur ordonnance. D'après elle, Elvis ne se détruisait pas. Il essayait de survivre, de gérer une douleur insupportable comme il le pouvait. Si cela est vrai,
Si sa consommation de D-Drug a été mal comprise pendant des décennies, que savait réellement la famille Presley de son état? Et que cachait-il donc dans ce grenier pendant près d'un demi-siècle? Quelque chose de si personnel, de si révélateur, qu'il ne pouvait être partagé avec le monde. Jusqu'à présent, des funérailles dignes d'un roi et un château qui a fermé ses portes. Oui, il y a eu des moments, j'en suis sûr. Vous le saviez. Le lendemain de la mort d'Elvis Presley, le deuil submergea Memphis comme une vague. Près de 100 fans se pressèrent aux portes de Graceland, désespérés d'apercevoir une dernière fois le roi. Son corps, vêtu d'un costume blanc et d'une chemise bleue, était exposé au public. Une image gravée à jamais dans le cœur de ceux qui l'ont vu. Le 18 août 1977, le cortège funèbre s'est mis en marche. 17 Cadillacs blanches rutilantes ont traversé la ville, formant une escorte royale digne des plus grandes légendes du rock and roll. Parmi les personnes présentes aux funérailles figuraient des noms légendaires: James Brown, Sammy Davis Jr., Caroline Kennedy, et bien sûr Priscilla, Lisa Marie et Vernon Presley. Elvis fut inhumé auprès de sa mère bien-aimée, Gladys, au cimetière de Forest Hill, mais la paix fut de courte durée. 2 jours plus tard, un événement aussi étrange que glaçant bouleversa la famille Presley. Un groupe d'hommes tenta de voler le cercueil d'Elvis lors d'une tentative de rançon qui tourna mal. Ils échouèrent et ne furent finalement inculpés que d'intrusion. Mais le message était clair. Même mort, Elvis n'était pas à l'abri. Craignant une nouvelle tentative d'assassinat, Vernon Presley prit une décision audacieuse. Elvis et Gladys furent discrètement inhumés à Graceland, dans le jardin de méditation qu'Elvis avait lui-même créé. Le domaine, devenu un sanctuaire de mémoire et d'héritage, fut placé sous haute surveillance. Les portes furent fermées, les pièces scellées, et un endroit en particulier, le grenier, fut verrouillé et ne fut plus jamais rouvert. Mais pourquoi? Un vol de tombes justifie un renforcement des mesures de sécurité. Mais pourquoi condamner le grenier, si loin des sépultures? Que pouvait-il bien y avoir de caché pour justifier des décennies de silence? La légende de Graceland s'amplifie. La vie est belle. Nous sommes aux anges. En 1957, Elvis Presley, alors âgé de 22 ans et déjà une étoile montante, acheta une somptueuse demeure aux abords de Memphis. Le prix, 12 500 $. En tenant compte de l'inflation, cela représente près d'1 million de dollars aujourd'hui. Mais la propriété avait déjà un nom, Graceland. Elvis ne l'a pas rebaptisé, il l'a adopté. C'est devenu son sanctuaire, son palais et son terrain de jeu. Le domaine comprenait de vastes granges et écuries, des pâturages avec des chevaux et même un pensionnaire incroyablement espiègle, un chimpanzé apprivoisé nommé Scatter. Elvis l'habillait et lui jouait des tours si élaborés que les visiteurs se demandaient si le singe était vraiment le maître des lieux. En 1964, Elvis aménagea l'un des coins les plus paisibles du domaine, le jardin de méditation. Le jardin était orné de fleurs, de fontaines et de colonnes blanches. Il y passait des heures à méditer sur la vie et peut-être aussi sur le poids de sa fonction royale. Ce paisible jardin deviendrait plus tard sa dernière demeure. Mais le jardin n'était pas le seul lieu empreint de mystère. Après la mort d'Elvis en 1977, tout le 2e étage de Graceland, ses appartements privés, y compris la salle de bain où son corps a été retrouvé, a été scellé définitivement. Même lors de la réouverture de Graceland au public en 1982, l'accès à l'étage est resté strictement interdit. Même les présidents et les dirigeants du monde n'y étaient pas autorisés. Mais plus secret encore que le 2e étage se trouvait ce qui se situait juste au-dessus, le grenier. Aucune photo, aucune mention, juste le silence. Qu'est-ce qui, dans ce grenier, a poussé même la famille Presley à faire comme s'il n'existait pas? Et pourquoi, après tant de décennies, n'est-il ouvert que maintenant? Une bataille juridique a failli tout faire disparaître. Pourtant, voici un Elvis Presley que vous n'avez jamais vu. En 2024, un événement a bouleversé les fans d'Elvis Presley et la ville de Memphis.
Une mystérieuse société du nom de Nosen Investments and Private Lending LLC a tenté de vendre Graceland aux enchères, prétextant que Riley Cuve, petite fille et héritière d'Elvis, était en défaut de paiement. C'était impensable. Comment la demeure la plus emblématique de l'histoire de la musique américaine pouvait-elle risquer de tomber entre des mains privées? Riley, désormais administratrice du Promenade Trust, propriétaire de Graceland, a immédiatement réagi. Elle a porté plainte, qualifiant l'intégralité de la transaction de frauduleuse et alléguant la falsification de documents et une manœuvre visant à exploiter l'héritage familial. L'affaire a culminé en une bataille judiciaire de dernière minute. La veille de la vente aux enchères prévue, un juge du Tennessee est intervenu, bloquant purement et simplement la transaction. Dans son jugement, il a qualifié Graceland de patrimoine culturel unique au monde, soulignant que sa perte causerait un préjudice irréparable au public. Étrangement, aucun membre de l'équipe juridique de Riley, ni Nosen, ne s'est présenté au tribunal. Le jugement est resté incontesté et Graceland a été préservé. Mais toute cette affaire a soulevé une question troublante. Et si la justice n'était pas intervenue? Et si un investisseur privé avait pris le contrôle de l'espace le plus sacré d'Elvis? Aurait-il pris d'assaut le grenier, percé ses secrets et révélé quelque chose que la famille Presley avait jalousement gardé secret? Le grenier est enfin ouvert. En 2025, après près d'un demi-siècle de silence, les archivistes de Graceland ont enfin ouvert la porte du grenier. Il n'y eut ni conférence de presse, ni grande annonce, juste un moment de silence lorsqu'ils entrèrent dans une pièce scellée depuis la mort d'Elvis en 1977. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur était tout simplement stupéfiant. Les murs étaient tapissés de boîtes recouvertes de décennies de poussière, contenant des objets personnels figés dans le temps. Il y avait des paroles manuscrites griffonnées sur des serviettes et des pages de cahiers déchirés. Des photos inédites immortalisant des moments intimes que le monde n'avait jamais vus. Des lettres privées, certaines romantiques, d'autres déchirantes, et des piles de courriers de fans encore non ouverts, attendant d'être lus. On y trouvait des affiches de concerts, des débuts, des costumes de scènes rares, et même quelques jouets d'enfance d'Elvis, des souvenirs du garçon devenu roi. Une veste en cuir en particulier attirait l'attention. À l'intérieur, un petit mot manuscrit disait « Porte ça quand tu as besoin de disparaître ». C'était étrange, intime, et cela laissait entrevoir un homme qui aurait peut-être voulu disparaître des projecteurs. Mais ce n'était pas là l'aspect le plus glaçant de la découverte, car ce que les archivistes ont mis au jour ensuite ne se limitait pas à un musée. Elle avait le potentiel de bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur Elvis Presley et ses derniers jours. Des enregistrements dont personne ne soupçonnait l'existence. Parmi ces trésors couverts de poussière, les archivistes ont découvert une simple boîte, étiquetée à l'encre délavée. Séance de répétition, 1976. À l'intérieur se trouvaient des bandes magnétiques qui n'avaient pas été touchées ni écoutées depuis près de 50 ans. Leur contenu a plongé la pièce dans un silence absolu. Il ne s'agissait pas d'enregistrements commerciaux ni de prises studio. C'étaient des répétitions brutes et intimes. Elvis, seul, expérimentait librement avec des hymnes gospel, des riffs de blues profonds et même des sonorités de synthétiseurs primitives qui laissaient entrevoir une direction qu'il n'a jamais eu l'occasion d'explorer. Mais une cassette se démarquait des autres. On y entendait Elvis interpréter une version dépouillée et profondément envoûtante d'Unchained Melody, sans aucun instrument, pas de chœur, juste sa voix, brisée, tremblante, chargée d'émotion. L'enregistrement avait été fait quelques mois seulement avant son décès. C'était plus que de la musique, c'était une confession en mélodie, un adieu empreint de chagrin, et ce n'était qu'un seul coffret. D'autres contenaient des piles de lettres de fans non ouvertes, conservées dans leurs enveloppes d'origine. Certaines provenaient de soldats servant à l'étranger, d'autres de familles endeuillées, de jeunes musiciens ou de fans de toujours. Une lettre se distinguait particulièrement. En 1976, des fans l'imploraient d'annuler sa tournée pour préserver sa santé. L'a-t-il seulement lu
Ou bien a-t-il fini au grenier, oublié à jamais, comme ses signes avant-coureurs ignorés, un garçon nommé Elvis, les objets qui révèlent sa véritable nature. Plus on tombe amoureux, plus le cœur peut se briser. Caché entre des costumes de scène à paillettes et du vieux matériel d'enregistrement se trouvaient des objets non pas destinés à être exposés dans un musée, mais à la mémoire, des traces silencieuses et puissantes du garçon qui existait avant le roi. Et là, il était là, un ours en peluche usé, souvenir de son enfance à Tupelo. Une Bible offerte par sa mère, Gladys, dont les pages étaient maintes fois feuilletées et marquées d'affection, et son album de fin d'études secondaires, rempli de messages manuscrits, de gribouillis amusants et de signatures de camarades de classe qui l'avaient connu avant que la célébrité ne l'accable. Ce n'étaient pas de simples possessions, c'étaient des souvenirs personnels, conservés non pas pour les fans, mais pour lui-même. Lisa Marie Presley a un jour confié: c'est réconfortant. Je peux venir ici n'importe quand et fouiller dans les cartons. Ce simple commentaire en a révélé bien plus. Le grenier n'était pas qu'un simple lieu de stockage, c'était un lieu sacré où le Père, le Fils et l'Homme derrière l'icône vivaient encore paisiblement, inscrits dans de vieux papiers et tissus. Et à travers ces boîtes, quelque chose d'étrange se produit. La légende d'Elvis, la mégastar au déhanchement ravageur qui a fait les gros titres, s'estompe. Et à sa place se tient quelqu'un de plus fragile, de plus complexe, de plus réel. Mais maintenant que nous avons vu l'homme derrière le mythe, le monde regardera-t-il encore Elvis de la même façon? Elvis a-t-il vraiment quitté la scène? C'est drôle, parce que je ne te vois pas vraiment. Je ne vois que le premier rang. Dès l'annonce de la mort d'Elvis Presley en 1977, le monde eut du mal à y croire. Les théories du complot se multiplièrent du jour au lendemain. Certains juraient l'avoir aperçu le lendemain à l'aéroport international de Memphis, sous le pseudonyme de John Burroughs, un nom d'emprunt qu'Elvis aurait utilisé par le passé. D'autres ont affirmé l'avoir vu commander à manger dans un Burger King de Kalamazoo, dans le Michigan. Puis vinrent les livres. Orion, un roman qui reflète étrangement la vie d'Elvis, mais qui se termine par une mort simulée. Et Elvis est-il vivant? Ce site affirmait que Presley était entré dans la clandestinité pour échapper à la célébrité. Peu après, d'étranges enregistrements ont fait surface. On y entendait une voix ressemblant à celle d'Elvis, parlant en secret, chantant et expliquant sa disparition. La plupart de ces théories ont rapidement été démenties, révélées comme étant des imposteurs ou des canulars, et pourtant, la croyance a persisté. Même dans les années 2000 et 2020, l'une des théories les plus répandues affirmait qu'Elvis vivait paisiblement sous l'identité du pasteur Bob Joyce, malgré les différences évidentes d'âge et d'apparence. Pour beaucoup, l'idée qu'Elvis ait simulé sa mort est plus réconfortante que la vérité. La chute du King a pu être si brutale et si soudaine. Maintenant que le grenier est enfin ouvert, certains fans éprouvent un sentiment d'apaisement. Les objets, les lettres, les enregistrements offrent un dernier lien, brut et authentique, avec l'homme disparu. Mais pour d'autres, ces découvertes ne font qu'épaissir le mystère. Car si une chose aussi intime et personnelle est restée cachée pendant près de 50 ans, que peut-on encore attendre, quelque part, dans l'ombre de l'histoire inachevée d'Elvis? En conclusion, l'homme, le mythe, la musique. Elvis Presley n'est pas qu'un musicien, c'est une icône culturelle. Il détient plus de disques d'or et de platine certifiés par la RIAA que quiconque. Il a vendu plus de 500 millions de disques. Il a joué dans des films hollywoodiens. Il incarnait le rock and roll à la perfection et en portait tout le poids. En 2018, il a reçu à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté. Mais aujourd'hui, en 2025, nous découvrons encore qui il était vraiment, à travers de vieilles lettres de fans, des enregistrements oubliés, un ours en peluche usé et un grenier qui recelait bien plus que des objets. Graceland abritait l'âme d'un homme que le monde n'a jamais cessé d'aimer,
Quels autres secrets recèlent encore les recoins de Graceland? Avez-vous été surpris par ce qui a été découvert dans le grenier d'Elvis Presley? Quel objet vous a donné des frissons? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres histoires incroyables du monde de la musique.